Vous écoutez France Culture. Et bonjour à tous. Les Nouveaux Chemins s'aliènent tous les jours en compagnie de Marianne Chassor, Jules Salomon, Quentin Molinier et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture communiste des textes cette semaine Georges Claes, à la réalisation émancipatrice et structurelle Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à ses côtés à la prise de son libératoire Maïtran. À 10h50, ce sera l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philosophie, présenté par François Noudelman. L'invité de François aujourd'hui sera Pierre Guénancia, qui viendra vous parler de Descartes, à propos de son livre paru chez Gallimard, Descartes et l'ordre politique. Troisième temps pour nous de notre semaine passée à sonder les abîmes de la liberté. Après la liberté du génie artistique, qui ne peut rendre des comptes de son travail, lundi, l'illusion de la liberté absolue et de l'acte gratuit, hier mardi, et avant la libre nécessité spinoziste, demain jeudi, c'est aujourd'hui en compagnie d'Aymeric Monville que nous allons réfléchir à l'envers anthropologique de la liberté, l'aliénation, telle qu'elle est décrite et joue un rôle décisif dans les écrits de Karl Marx. L'aliénation, au sens où l'entend Karl Marx, est la négation du temps de vivre au sein du régime de production capitaliste. Vidé de sa substance, puisqu'il ne fait appel à aucune compétence personnelle, le travail réduit l'homme à être un assistant de machine, un instrument d'instrument. Ainsi contraint à l'état d'objet, nié en tant que personne vivante ayant ses besoins propres, l'ouvrier se voit également retirer les bienfaits du travail vivant, dans lequel l'homme peut s'identifier à l'objet qu'il produit. L'ouvrier remplace l'artisan, et l'objet est produit dans le seul but de répondre à des besoins qui sont ceux d'autrui. L'aliénation serait donc la négation de la personnalité, traitée comme un simple moyen et n'étant pas reconnue pour son activité. Mais l'aliénation est-elle pour autant le contraire de la liberté ? Au sens propre, elle ne désigne pas un fait, mais un état. Un processus d'incorporation d'un corps étranger. Être aliéné, ce serait donc subir une contrainte étrangère présente en nous-mêmes, et en ce sens, être soumis à quelque chose qui, tout en étant en nous, ne dépend pas de nous et nous réduit à l'état d'objet. Pour le comprendre, il suffit de penser au film mythique qui porte bien son nom, Alien, le premier, où l'on voit une créature extraterrestre s'éjecter de la cage thoracique de Kane. Or, l'objectivation de soi n'est pas forcément mortifère. Pour pouvoir dire « je suis »,« j'existe », nous devons nous considérer nous-mêmes comme objet de pensée, à propos duquel nous pouvons affirmer quelque chose. Avoir conscience de soi, c'est se considérer comme une chose, au moins le temps de cerner ce que l'on nomme notre identité. Mais une chose est de se considérer soi-même comme objet, comme condition de possibilité de la pensée. Une autre est d'être réduit à l'état d'objet par une instance extérieure. Et c'est à partir de cette ambivalence du thème de l'aliénation que Karl Marx en a produit un concept, des manuscrits de 1844 au magistral Capital. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a, Kane? Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, ça a l'air sérieux. Attendez. Kane, calme-toi. Aidez-moi, calme-toi. Il faut lui faire mordre quelque chose. Attention, ouvre-lui la bouche. Mets-lui ça dans la bouche. Ouvre la bouche. Allez, mors ça. Mets-lui ça entre les dents. Tu vois pas que c'est ce que je fais. Vas-y. Bonjour Aymeric Monville. Bonjour. Vous êtes éditeur aux éditions Delga, qui publie notamment les œuvres de Georges Lukács, qui est un grand penseur de l'aliénation, on en dira deux mots tout à l'heure. On vient d'entendre un extrait de L'Alien, qui date de 79, de Ridley Scott, scène mythique
pour tous ceux qui l'ont vu en tout cas, où l'on voit l'extraterrestre qui s'était incorporé dans le corps de Kane s'expulser de sa cage thoracique. Est-ce que c'est là un bon exemple de ce que veut dire l'aliénation au sens métaphorique, y compris avec la violence qui procède d'elle-même quand le processus est incorporé au sein d'une personne? Au sens métaphorique, sans doute, on pourrait y trouver un certain nombre d'analogies, mais il me semble qu'on a raison, en un sens, d'interroger justement le sens commun, peut-être avec ce film, pourquoi pas, ou en tout cas ce que le mot aliénation veut dire dans le langage courant, parce que il me semble que de toute façon tout travail philosophique ne part pas de concepts abstraits, qui sont abstraits de la société et du langage commun. Comme dit Hegel, c'est le langage qu'il faut le moins oublier dans la logique. La philosophie se présente comme une correction, si vous voulez, de l'opinion courante. Un retour de la doxa sur elle-même, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'évacuer justement l'ampleur de toutes ces significations. Il s'agit de, peut-être pour reprendre l'expression de Mallarmé, donner un sens plus pur au mot de la tribu. Voilà, c'est donc très très bien de partir, pourquoi pas, de Ridley Scott, pourquoi pas de la notion même d'aliénation qu'on a aujourd'hui, pourquoi pas même du sens de l'aliénation de l'aliéné mental, c'est aussi un sens qui a lieu aujourd'hui, et de voir surtout qu'aujourd'hui le terme d'aliénation dans le langage courant signifie d'abord une dépossession d'être, quelque chose qui n'est pas vous-même, hein. Donc je pense que c'est ça la bête qui sort de l'homme, là. Ça fait penser bien sûr aux phrases de Marx, le bestial devient l'humain, l'humain devient le bestial dans les manuscrits de 44. Mais de toute façon, il y a une signification essentiellement négative. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment où là, on va être un peu plus sérieux, enfin, rentrer dans le sérieux philosophique, hein, c'est pas pour ça que on n'est pas dans le sérieux de la vie non plus, le moment où l'aliénation devient un concept philosophique, c'est-à-dire surtout à partir de Hegel, mais évidemment on peut trouver des prémices un peu avant, on part d'un concept d'aliénation qui n'a presque rien à voir, puisqu'il s'agit d'une dépossession d'avoir. Une dépossession d'avoir, c'est-à-dire l'aliénation au sens juridique du terme. Je me départis, dans les théoriciens du contrat social, vous trouvez ça notamment chez Rousseau, je me départis d'une partie de mon avoir, par exemple de ma possession, pour accéder dans le contrat social à une reconnaissance de ma propriété. Ou d'une propriété collective, mais en tout cas, il y a un sens tout à fait positif. Alors ce point-là est quand même important puisqu'on est parti volontairement d'une idée extrêmement négative de l'aliénation avec cet extrait d'Alien qui certes a un sens métaphorique mais donne vraiment à entendre la violence qui est sous-jacente dans le terme d'aliénation, notamment économique aliénation anthropologique qui serait le revers de l'exploitation économique, en tout cas c'est comme ça que l'entend Marx. Or l'aliénation, et c'est ce que je disais en début d'émission, peut être entendue de manière plus positive, en tout cas dans une optique qui ne serait pas critique, dès lors qu'on comprend que le processus de l'aliénation est d'incorporer en son sein une forme d'altérité. Et en ce sens, je pense notamment à Hegel qui montre bien dans la phénoménologie de l'esprit comment l'aliénation est nécessaire pour que l'esprit se ressaisisse en lui-même. L'esprit doit passer par son opposé, à savoir la matière, pour se ressaisir en lui-même, et il s'enrichit ainsi d'un contact avec une altérité qui l'aliène dans ce sens positif, c'est-à-dire qui lui permet de se constituer en tant que sujet. Et on le comprend à l'échelle identitaire également. Hein. Lorsque je me pense, je me constitue comme un objet de pensée. Donc cette notion d'incorporer en son sein un élément étranger n'est pas en tant que telle négative. Alors que la notion d'aliénation telle qu'on l'entend aujourd'hui est toujours connotée de manière très négative. Oui. Tout à fait. Et il me semble d'ailleurs, on va revenir sur les apports de Hegel qui sont absolument importants, mais il me semble justement que le fait que dans le langage courant aujourd'hui, le terme aliénation connaisse quelque chose d'extrêmement négatif, c'est une victoire du marxisme. C'est assez drôle, mais si vous voulez, alors que finalement le marxisme a presque disparu de l'université, des médias, peut-être pas aujourd'hui. Disons qu'il faut être aussi à sa hauteur, on va voir. C'est comme une victoire, si vous voulez, de ce terme. En même temps, toute victoire suppose des risques, c'est-à-dire une inflation du terme d'aliénation, un côté passe-partout, effectivement, et aussi une perte de ce qu'il y avait d'important dans l'héritage hegelien. Alors peut-être comment Marx définit-il l'aliénation ? On va commencer avec ça pour ensuite voir comment elle a été ressaisie aujourd'hui. Je termine, c'est comme si vous voulez, par exemple, on a dit que le château de Versailles, ce classicisme français, portait des éléments de protestantisme. C'est drôle pour Louis XIV, qui est le plus grand pourfendeur de protestants.
dans une société qui n'a absolument pas le capitalisme au possible, finalement, vous avez des éléments d'un marxisme, j'allais dire vulgaire, mais au moins intéressant. Alors, tout ça pour expliquer à vos éditeurs que le travail de Marx, ça va être de donner un sens de plus en plus concret à cette notion d'aliénation, et se rapprocher finalement aussi, d'une certaine manière, de saisir philosophiquement ou conceptuellement ou économiquement de ce que ressentent aussi les travailleurs dans le mode de production capitaliste. Alors, il faut comprendre aussi que chez Hegel, vous avez très très bien résumé son approche, il s'agit aussi d'un énorme progrès. Cette notion d'extériorisation, d'objectivation en fait dans le travail, parce que Hegel étudie l'activité humaine, le procès de travail. Vous ne trouvez pas ça avant lui véritablement, parce que chez Hegel vous avez à peu près tout. Vous avez in nuce, disons, les trois conceptions de l'aliénation. Vous avez d'abord cette conception première de l'aliénation du contrat. Vous avez la conception de l'aliénation comme étrangeté, et vous avez ce qui fait partie même de l'essence même de son système, c'est l'aliénation comme objectivation. Alors, tout ça, ce sont des traductions allemandes du mot français, aliénation. Simplement, les Allemands lui donnent un sens de plus en plus polysémique, et il lui donne un sens polysémique parce que il y a énormément d'enjeux justement sur qu'est-ce que c'est que le procès de travail. Il va s'agir de définir le processus de travail, il va s'agir de définir l'apparition du capitalisme, que Hegel commence à entrevoir. Hegel est le premier penseur allemand à s'intéresser à l'économie politique. C'est pour ça qu'il forge ce concept. C'est aussi, bien sûr, le penseur de la Révolution française, le penseur des contradictions. Vous ne pourrez pas commencer à penser l'être et son être autre dans le devenir si vous ne vivez pas une époque de complet bouleversement. Si l'époque, si vous voulez, où on passe par exemple de Bach à Beethoven, pourquoi est-ce que dans Bach, aussi génial soit-il, on reste dans l'isorythmie? Avec Beethoven, un thème en chasse un autre. Ça s'entend, là, si vous voulez, dans la musique. Il y a quelque chose, le monde est sorti de ses gonds, comme dirait Hamlet. Et Hegel va penser ça, et donc il va penser le processus de travail. Et alors souvent, quand on explique l'aliénation d'un point de vue marxiste, on parle tout de suite du Hegel à critiquer. Du Hegel, penseur idéaliste. Et on ne voit pas l'effort conceptuel qu'il y avait à penser donc cette extériorité, le rapport donc du sujet et de l'objet. Évidemment, la façon même de poser un sujet et un objet de manière comme ça aussi abstraite pose en soi problème. Mais il s'agit pour Hegel de saisir le processus, donc le processus de travail. Alors, ce processus de travail, donc lui, il le saisit bien sûr sous forme d'objectivation, donc d'extériorisation. Une des traductions allemandes de l'aliénation, c'est Entäußerung, donc l'extériorisation. Une autre traduction, c'est Entfremdung. Le mot fremd veut dire étranger, c'est-à-dire, là c'est une conception de plus en plus négative. Et vous trouvez des traces chez Hegel, ne serait-ce que dans ses premiers écrits théologiques, on pourrait dire. Et là, vous voyez, et c'est vrai qu'on peut retrouver toute une problématique judéo-chrétienne de sorte de dualisme. Voilà. Alors vous avez utilisé le terme de processus, l'aliénation au sein du processus de travail. Restons un instant sur cette expression, puisqu'il est important de comprendre que chez Marx, l'aliénation ne vient pas du travail lui-même, mais au contraire de la dépossession de l'objet produit par le travail au sein d'un mode de production qui serait capitaliste. Exactement. La critique que Marx va faire de Hegel, c'est d'avoir simplement... Il a saisi l'activité humaine, c'est bon, il a commencé à la comprendre. Il dit même que c'est des fameuses thèses sur Feuerbach, il dit même c'est tout l'avantage de l'idéalisme allemand. C'est ça que d'ailleurs beaucoup de marxistes vulgaires ne comprennent pas, c'est qu'il y a un hommage énorme, essentiel à l'idéalisme allemand par rapport au matérialisme vulgaire, y compris celui de Feuerbach. Alors Feuerbach, juste rappelons-le, c'est l'auteur de l'essence du christianisme, dans lequel il montre que l'homme a créé Dieu à son image. C'est comme une forme d'hypostase de soi en Dieu que l'homme à la fois peut se ressaisir lui-même, mais qu'il produit là encore un processus d'aliénation, puisque du coup, se produisant lui-même, il se détourne de ce qu'il est réellement en mettant Dieu au premier plan. Tout à fait. Alors, on y gagne, si vous voulez, dans cette idée, et c'est pour ça que ça va influencer Marx, au moins le jeu de Marx, cette idée qu'il faudrait récupérer ce qu'on a mis au ciel sur la terre, si vous voulez. Il y a cette problématique, cette aliénation religieuse qui va marquer le très jeune Marx, parce qu'on est, disons, avant au moins les manuscrits de 44, enfin, on est dans cette période. Et il faut se rappeler que quand on parle de manuscrit 44, Marx est né 3 ans après Waterloo. Il est né en 1818, donc il a 26 ans, 25-26 ans. Mais simplement, ce qu'on perd avec Feuerbach, c'est qu'on a une définition strictement anthropologique.
de l'aliénation. On le perd par rapport à Hegel. Parce que Hegel est le premier, et il faut jamais l'oublier, parce que c'est le premier qui pense les catégories économiques. C'est le premier qui va s'intéresser à l'économie politique anglaise. Et j'ai parlé de Rousseau dans le terme d'aliénation. Quand on lit les économistes anglais, il y a aussi cette notion de contrat, d'échange. Il s'agit de penser l'échange, si vous voulez. C'est ça, il peut penser l'altérité. Donc, de toute façon, on sort du monde de l'Ancien Régime. On sort de la fixité. Le travailleur se rapporte au produit de son travail comme à un objet étranger. Plus le travailleur se dépense dans son travail, et d'autant plus puissant devient le monde étranger, objectif qu'il engendre en face de lui, et d'autant plus pauvre il devient lui-même, d'autant plus pauvre son monde intérieur, et d'autant moins a-t-il de choses en propre. Il en va de même dans la religion. Plus l'homme met de choses en Dieu, et moins il en conserve lui-même. Le travailleur place sa vie dans l'objet, mais ce n'est plus à lui qu'elle appartient, c'est au contraire à l'objet. Donc plus cette activité est grande, et plus le travailleur est sans objet. Ce qu'est le produit de son travail, il ne l'est pas. Et donc plus ce produit est grand, et moins il l'est lui-même. La perte de l'expression du travailleur dans son produit a la signification non pas seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendant de lui et étranger à lui, et qu'il devient une puissance autonome lui faisant face, que la vie qu'il a prêtée à l'objet vient lui faire face de façon hostile et étrangère. Comme je suis libre. Quel superbe absence. Émeric Monville, dans ce texte tiré des manuscrits économico-philosophiques de 1844, Marx montre bien de quelle façon le travail, qui a pour vocation, un homme qui travaille va produire un objet qui lui est extérieur mais qui exprime une partie de lui. Tout processus de travail est un processus d'identification. Or, le propre des conditions de production capitaliste est que cet objet-là le travailleur va être dessaisi de son objet, puisqu'en réalité, il est produit dans le seul but de répondre à des besoins qui ne sont pas les siens. Donc on a ici une double aliénation. Non seulement l'objet que le travailleur va produire lui est enlevé, il n'est pas produit à sa propre fin, et en même temps, le travailleur lui-même ne peut plus s'identifier donc à cet objet. Il est dépossédé des deux côtés de la relation qu'il entretient avec l'objet. Lui-même est aliéné vis-à-vis de son propre travail, l'objet est aliéné puisqu'il correspond aux besoins d'un autre. Vous avez cité les passages, j'allais dire, les plus intéressants dans les manuscrits de 1844, cependant parce que ce sont les plus économiques. Là, on a déjà une définition. Marx, c'est pas pour rien que ces manuscrits s'appellent manuscrits économico-philosophiques. Donc, on a déjà en germe ce qui va être l'essence même de la méthode de Marx, c'est-à-dire non pas mélanger l'économie et la philosophie, mais faire à la fois une critique de la philosophie et une critique de l'économie politique. Et si vous trouvez, là c'est un reste de sa séduction, de la séduction qu'a exercé Feuerbach sur lui, si vous avez encore dans les manuscrits de 44 une sorte de définition de l'essence humaine anhistorique, avec une définition anthropologique de la liberté qui subsiste, vous avez déjà une étude du procès de travail. Simplement, vous n'avez pas ce que Marx va découvrir plus tard, vous n'avez pas... et c'est pour ça qu'il ne faut pas surestimer les manuscrits de 44. Vous n'avez pas la découverte de la valeur travail, vous n'avez pas la découverte de la théorie de la plus-value, vous n'avez pas la découverte des contradictions entre les forces productives et les rapports de production, vous n'avez pas la baisse du taux de profit, vous n'avez pas tout ce Marx qui va précisément étudier le mode de production capitaliste. Alors par contre, vous avez déjà en germe, ce qui va être beaucoup plus développé déjà dans l'idéologie allemande, juste après, vous avez déjà en germe la division du travail comme cause, comme cause de l'aliénation. L'aliénation dans le travail. Ça commence déjà à être abordé. C'est ça qui est fascinant, d'ailleurs, avec ce texte de 1844. Alors, je précise pour les auditeurs, ce qui est encore plus étonnant dans l'histoire de la réception de ces textes, c'est qu'en fait, on ne connaît les manuscrits de 1844 que depuis 1928 en Russie. C'est Ryazanov qui exhume ces papiers, et véritablement en 1932, disons, dans le reste du monde.
Et ça n'a cessé de susciter des débats. C'est un peu, c'est mon ami Jean Salem qui préfaçant les manuscrits de 44, dit c'est comme si on avait la boutade là, le crâne de Voltaire enfant, si vous voulez. Donc on a un Marx, oui c'est ça, qui commence à se dégager dans des catégories de l'essence humaine. Il faut savoir que quand il va véritablement... il est encore dans les notions d'essence humaine, chose qu'il va reprocher à Stirner dans l'idéologie allemande quelques années après. Et bien sûr, on connaît, après l'idéologie allemande, il y aura les thèses sur Feuerbach, qui y sont liées, où il va quand même dire qu'il n'y a pas d'essence humaine. L'essence humaine, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Voilà, l'essence humaine n'est pas une abstraction Voilà. inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Et en voilà, écrivant sixième cela, il enlève tout sens et toute signification à l'idée même d'essence humaine et place bien le plan de sa réflexion au sein de rapports, de production et de mécanismes qu'il y a en jeu au sein de la société et de l'économie. Ou alors l'essence humaine, c'est ça. Je crois pas que je veux pas faire une lecture anti-humaniste de Marx. S'il y a une essence humaine, elle est forcément historique. Et matériel, c'est-à-dire qu'il vide la notion d'essence d'un sens qui serait plutôt d'ordre métaphysique, donc abstrait, dit-il, pour l'ancrer dans des conditions d'existence. Exactement. Alors après, on peut peut-être reprocher à Marx d'avoir surtout étudié, comme dit Hegel, chaque homme est le penseur de son temps, d'avoir surtout étudié l'aliénation dans le mode de production capitaliste. Et uniquement, et stricto sensu. Par exemple, il y a des énormes débats, y compris, ça va marquer le marxisme, au sens qu'il est défini historiquement, c'est vous n'avez pas de théorie de l'aliénation sans une théorie de la désaliénation. Comment est-ce qu'on s'en sort? Et donc, dans un stade de transition qu'on peut appeler socialisme, qui est peut-être différent du socialisme au sens où l'entend François Hollande, mais dans ce stade de transition-là, vous avez une nécessité. Comment est-ce que vous y prenez concrètement? Alors, sachant qu'effectivement, si vous supprimez la division du travail manuel, intellectuel, la division de la société en classes, si vous faites que les travailleurs ne soient plus en fait face à la machine, comme vous l'avez très bien cité là de Marx, qui se présente comme une puissance devant eux, mais au contraire, s'ils ont une appropriation collective de ces machines, là, normalement, on peut commencer à penser une théorie de la désaliénation. Mais de même que l'aliénation est quelque chose qui est arrivé progressivement, et sans doute même avant le capitalisme, dans un certain nombre de rapports marchands, peut-être même des néolithiques, si vous voulez, d'une certaine manière. Bien que, même avant, on pourrait dire que l'homme qui simplement produit juste ce dont il a besoin, puisque le mode de production est très partiel, vous êtes dans une aliénation religieuse, souvent. Mais alors, vous parlez, Aymeric Monville, d'une désaliénation. Alors, le terme est intéressant, puisque ça permet peut-être de penser les conditions que propose Marx pour justement sortir de cette aliénation dans une forme de libération. Or, Marx, la pensée de Marx, que ce soit dans les manuscrits de 44 ou même plus tard dans l'idéologie allemande, puis dans le Capital, ne permet pas de penser une liberté humaine. Déjà, puisque nous l'avons dit, l'essence, pour lui, l'essence de l'homme se réduit à des composantes matérielles et donc qui dépasse l'individu en tant que tel, mais aussi puisque pour Marx, la liberté n'est pas une réalité. Hein. La réalité, c'est une forme de déterminisme, non pas métaphysique, mais déterminisme social et économique qui fait que chaque homme, lorsqu'il naît, est pris dans un tissu social qui va déterminer son existence. Comment penser du coup à partir de là une pensée de la libération alors qu'il tient le déterminisme de manière très forte? Il y a ici comme une nécessité relative, mais quand même une nécessité du déroulement historique et même du coup donc du déroulement d'une vie humaine prise dans ce tissu-là. Et de l'autre, alors du coup, comment penser une forme d'émancipation, de libération de ce déterminisme-là? Alors, vous avez très bien résumé le fait qu'il n'y a pas de liberté posée a priori chez Marx. Mais, au contraire, vous avez toute une théorie de la libération. Finalement, autant pour l'aliénation, il faut vraiment comprendre ce qu'a dit Marx de spécifique par rapport à Hegel, autant pour comprendre ce qu'il entend par liberté. Il y a très peu de passages finalement qui traitent de ça. Il faut surtout replacer Marx par rapport à ses prédécesseurs. Et dans le cadre finalement de Spinoza, Hegel, on peut même remonter ça jusqu'aux stoïciens. L'intellection de la liberté comme intellection de la nécessité, on peut la faire remonter jusque-là. C'est-à-dire, l'homme, comme dit Spinoza, n'est pas un empire dans un empire. C'est peut-être l'illusion du néolibéralisme. Il n'est pas un empire dans un empire, mais au contraire, c'est par la connaissance des nécessités, qui est, comme dit Engels, parce qu'à un moment, c'est Engels qui va vulgariser, disons, la pensée philosophique de Marx, il va dire nécessairement, liberté est nécessairement une production historique.
Déjà, Hegel a signé à la liberté le sens même de l'explication de l'histoire de l'humanité, puisqu'il disait en Orient, ce sont des métaphores, mais des métaphores historiques. Hein. En Orient, un seul était libre, par exemple le pharaon. Sur la Grèce, quelques-uns étaient libres, hein, une sorte d'oligarchie, hein, ce qu'ils appellent la démocratie. Nous autres modernes, hein, savons que nous sommes tous libres. C'est le sens de la Révolution française. Et bien sûr, dans la pensée de Hegel, très marquée par le protestantisme, nous avons, c'est bien sûr à partir aussi du message du christianisme. Sauf qu'à l'inverse de Spinoza, en effet, il y a des liens qui sont très proches et des comparaisons qui sont même assez troublantes, hein, puisque dans les deux cas, on est dans un monde qui est déterminé, et il semble que la connaissance des causes qui nous déterminent permet de dissoudre l'illusion de la liberté, du libre arbitre chez Spinoza, de la liberté chez Marx. Sauf que chez Marx, il y a quand même cette pensée de la libération, qui est certes l'aboutissement d'un processus nécessaire, ou en tout cas sur lequel l'homme n'a aucune prise, mais qui quand même va aboutir à une crise qui passe par une révolution qui ensuite va pouvoir remettre en place des rapports humains, sociaux et productifs qui seront plus égalitaires. Mais je vous repose la question quand même, comment Marx peut-il penser cette notion d'émancipation et de libération dans un univers, dans un système qui est aussi déterministe, sans postuler une forme de liberté chez l'individu? Oui, alors précisément, parce qu'on est passé de Kant à Hegel, concrètement, et la critique du devoir-être kantien, qui était une fois de postuler une forme de liberté par rapport à la nature, donc une conception excessivement dualiste, mais que par rapport à Spinoza, donc qui est beaucoup plus dans une conception de moniste, pour Spinoza, énorme progrès, l'âme et l'idée du corps. Ça, on voit bien ce déterminisme-là, mais on n'est pas encore dans Marx, ou peut-être même déjà chez Hegel, où le corps est un produit de l'histoire. C'est pour ça que Marx fait toujours la liberté est donc une conquête. Et Marx dit très bien dans les hommes font l'histoire dans les conditions non voulues par eux. C'est assez drôle d'ailleurs que finalement la grande opposition de l'après-guerre en France entre l'existentialisme d'un côté qui postulait une sorte de liberté inconditionnée et le structuraliste, c'est-à-dire une sorte de nécessité implacable. Vous aviez en fait une sorte de marxisme dédoublé, scindé. Sauf que chez Marx, la liberté est une conquête, mais le but de la conquête n'est pas la liberté. Précisément, ce qui intéresse Marx, ce n'est pas de faire en sorte que l'homme soit le plus libre possible. Je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de quoi ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a au contraire... Le troisième tome du Capital se termine précisément sur le règne de la liberté à partir du règne de la nécessité. Mais c'est une liberté qui resterait d'ordre politique et jamais individuelle, justement. Non, les deux, Marx n'oppose pas de manière abstraite l'individu au collectif. Justement, il n'y a pas une pensée de l'individu, donc d'une liberté de l'individu, donc en ce sens. Si. Ah si, il y a une pensée de l'individu chez Marx, mais qui n'est pas le particulier. C'est-à-dire quelle différence alors ? Ça, c'est une discussion qui est déjà chez Hegel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas postuler d'emblée un être coupé abstraitement du reste de la société. Et d'ailleurs, un des problèmes pour penser l'aliénation de Marx, c'est penser... vous avez parlé très bien de personnalité humaine, c'est bien le problème, c'est que quand vous parlez par exemple du développement des forces productives, parce que ça c'est... le développement des forces productives induit le développement des capacités humaines. C'est pas pour ça que le développement des capacités humaines induit lui-même le développement de la personnalité humaine. Vous avez des points de friction, vous avez des décalages, C'est pour ça que c'était important de publier l'ontologie de l'aide sociale de Lukács, parce qu'il replace justement toute la théorie de l'aliénation de manière très concrète, en invitant justement les détours idéalistes d'en faire un en soi. Il le replace dans toute une évolution de l'humanité, pour atteindre du genre humain en soi au genre humain pour soi. Donc, y compris le mode de production capitaliste est pris dans un processus même de l'humanité. Alors bien sûr, vous pouvez trouver ça chez Marx, vous pouvez déduire une philosophie générale de l'être social de Marx à partir de certains de ses textes, mais ce n'est pas exactement le sujet de Marx. Première semaine. Entrée le mardi 4 décembre 1934. Mardi, 3 heures de travail dans la journée. Début de la matinée, 1 heure de perçage. 4 sous. Fin de la matinée, 1 heure de presse avec Jaco. C'est là que j'ai fait connaissance avec le magasinier. Fin de l'après-midi. 3/4 d'heure à tourner une manivelle pour aider à faire carton. Avec du bois. Surtout, il y a l'odeur. Au départ, moi je pouvais pas m'y faire. Quand je sortais du travail, j'ai l'impression de la sentir encore. Ça me poursuivait. J'étais avec des copains et quand on sortait pour me charrier, ils se mettaient à renifler autour de moi à l'air de rien en disant « Qu'est-ce qui sent si fort le cochon ici ?»
J'étais gamine à l'époque. Ça m'humiliait vachement. Ce que j'ai pu dépenser comme eau de Cologne. Mercredi matin, balancier toute la matinée, avec des arrêts. Fait sans me presser, par suite sans fatigue. Coulé. De 3 à 4, travail facile à la presse. 0,70%, coulé néanmoins. À 4h03, machine à boutons. C'est pas le plus dur. C'est dégueulasse, mais on s'y habitue. Quand t'es au transport des viandes, alors là, c'est vraiment pas marrant. Un cochon, c'est vachement lourd. Au début, quand il arrive un nouveau, tu le vois partir tout feu, tout flamme et son coltinet détonne. Au bout de 3-4 jours, le mec, il peut plus arquer. Il est coincé là, au rein. Jeudi matin, machine à boutons. Matinée très difficile. Après-midi, panne d'électricité. C'est pas seulement ça. T'as qu'à t'imaginer, au poussage. Au poussage? Oui, c'est une salle en bas, avec la machine qui enfourne la chair dans les boyaux. Vendredi, pièce à angle droit, à la presse, outil devant seulement accentuer l'angle droit. 100 pièces loupées, écrasées, la vis étant desserrée. À partir de 11h, travail à la main. Ôter les cartons dans un montage qu'on voulait refaire. Circuit magnétique fixe, remplacer carton par plaquette de cuivre. Outils, maillet, tuyau à air comprimé, lame de scie, boîte à lumière. Très fatigante pour les yeux. Et puis ensuite, tu les ficelles. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser. On a vite fait de s'habituer. C'est dans le fœtus un beau matin que pousse ou pas le poil dans la main. Rien que pour dire aux courageux qu'il s'en est fallu de peu. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser. On a vite fait de s'habituer. Vous écoutez France Culture, il est 10h32. Vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance où nous parlons de liberté cette semaine et aujourd'hui de la notion puis du concept d'aliénation dans l'œuvre de Karl Marx avec Émeric Monville. Mais faut pas en faire son métier, c'est comme le tabac, faut pas abuser. On a vite fait de s'habituer, car pour buller, faut la jouer fine. Pas se contenter, c'est primordial d'avoir le premier prix de cantine ou de visite médicale. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser. On a vite fait de s'habituer. Tous les milieux sont concernés, les riches, les pauvres, même les curés, avec ceux qui passent leur journée à faire semblant de bosser. Émeric Monville, le concept d'aliénation est certes un concept, on l'a dit, un concept qui à la fois est d'ordre philosophique et économique en fonction de la lecture que l'on fait de Marx et puis aussi des moments où écrit Marx lui-même. Mais il ne faut pas oublier, puisque ça c'est essentiel dans l'idée d'aliénation, notamment chez Marx, la dimension proprement matérielle, pas seulement matérialiste, mais matérielle des conditions, la condition matérielle de l'aliénation de l'homme, du travailleur, sur son lieu de travail. On a entendu juste avant un extrait justement du journal d'usine de Simone Weil. Donc Simone Weil, qui écrit en 1934-1935, qui est enseignante, qui choisit d'abandonner sa carrière d'enseignante pour aller travailler dans une usine, notamment chez Alstom, puis à Boulogne-Billancourt chez Renault. Et elle tient la recension quotidienne de ses journées de travail. Donc on entend des descriptions qui sont extrêmement précises sur le nombre de vis qu'elle a dû serrer, le nombre de pièces qu'elle a produites, la fatigue qu'elle a sienne. Et au sein de cette lecture de texte étaient intercalés des extraits du film de Godard, Tout va bien, où là on a ici une grève dans une usine et donc les gens décrivaient leurs conditions de travail. Et il me semble que ces deux extraits mis bout à bout, ils donnent bien à entendre l'importance matérielle de l'aliénation, à savoir que ce n'est pas juste un concept, c'est aussi de la part des gens, de la part des travailleurs, un vécu, c'est leur condition de vie, y compris dans leur dimension sensible, qui est à proprement parler aliénée, qui est modifiée par les conditions de travail. Donc là, on n'est pas du tout dans une réflexion qui est d'ordre abstrait ou matériel, même au sens théorique du terme, mais bien qui part de conditions de vécu des travailleurs eux-mêmes. Oui, c'est même pour ça qu'on peut dire que le passage de Hegel à Marx se fait sous forme d'une critique de la philosophie comme aliénation elle-même. C'est-à-dire le fait de penser le travail et l'activité humaine de façon si abstraite est elle-même un symptôme de l'aliénation pour Marx. Et on peut dire que tout le travail de Marx va consister à mettre des catégories socio-économiques là où nous avons des concepts philosophiques. Alors, et en quoi les catégories socio-économiques seraient-elles moins aliénantes que les catégories philosophiques ?
En tout cas, plus précise. À mon avis, le moment de la philosophie, comme dit Hegel, il naît du sentiment de scission. On a besoin de différents systèmes de Fichte et de Schelling. Pour replacer, disons, l'aliénation dans toutes ces problématiques, il fallait bien peut-être un Lukács pour montrer tout un processus de l'aliénation dans l'histoire humaine, mais en prenant soin de distinguer, bien sûr, toutes les formes différentes de l'aliénation, que ce soit la réification, le fétichisme de la marchandise. On a beaucoup glosé sur le fait que chez Marx, le terme d'aliénation, pour Althusser, il disparaît, c'est pas un concept philosophique. C'est d'un point de vue strictement philologique, c'est faux, au sens où, ne serait-ce que les Grundrisse, même des tas de passages du Capital montrent que le mot reste. Effectivement, quelqu'un comme Lukács, qui est le grand penseur de l'aliénation au XXe siècle, avait, puisque dès, je pense à Histoire et conscience de classe, le plus gros chapitre, c'est la réification. Après la lecture des manuscrits de 44, précisément, il écrit Le jeune Hegel, où il dit que le concept clé de la phénoménologie, c'est l'aliénation. Et bien sûr, c'est ça que Marx va attaquer particulièrement. Et bien sûr, vous avez le chapitre final qui clôt l'ontologie de l'aide sociale, qui est le chapitre sur l'aliénation. Enfin, un chapitre, dans ce cas-là, ça fait quasiment 500 pages. Et pour dire 500 pages, tout en restant concret, sans en faire, j'allais dire, à la Heidegger, un sentiment d'aliénation sous l'angle de la Geworfenheit, de l'être jeté, heideggerien, c'est-à-dire avec Heidegger, on est dans un immense recul. On revient à l'aliénation sous forme d'une essence humaine. Pour sortir de ces problématiques-là, mais qu'il fallait bien traiter, parce que il fallait bien sûr il fallait tout le génie philosophique d'un Lukács. Alors là, peut-être on revient dans le besoin de philosophie, et là, on commence à repenser les concepts de manière philosophique. Mais le travail de Marx consiste, je précise, à mettre des catégories économiques sur la notion de travail. Alors, pour rester encore un peu plus concret, surtout par rapport aux extraits que vous avez cités, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr qu'il faut replacer donc les conditions matérielles du travailleur sur son lieu de travail, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres formes d'aliénation. Il faut étudier aussi. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à Michel Kouskar, qui est vraiment le penseur du néo-capitalisme contemporain, surtout depuis le plan Marshall. Il montre comment, en fait, le plan Marshall bouleverse les conditions en France, favorise le capitalisme monopoliste d'État. Il explique même une partie de mai 68 comme un déblocage des marchés du désir exigé par le plan Marshall. C'est pour ça que c'était une sorte de critique marxiste de certains éléments de mai 68. En fait, et si vous voulez, il explique qu'en fait, ce système de capitalisme monopoliste d'État est toujours aussi répressif pour le producteur, mais permissif pour le consommateur. Alors, je renvoie les auditeurs à votre livre, Le néo-capitalisme selon Michel Kouskar, qu'on trouve aux éditions Delga, mais juste sur Marx, puisque justement pour faire cette distinction entre les différentes formes que prend le concept d'aliénation dans la pensée de Marx, vous l'avez dit, il insère une dimension, une réflexion qui est plutôt d'ordre économique et non pas philosophique, puisqu'il reproche à la philosophie trop d'abstraction pour saisir la réalité de l'aliénation. Vous l'avez dit en début d'émission, il y a 3 façons de penser l'aliénation, notamment donc les conditions de travail elles-mêmes avec la division du travail, mais aussi celle du contrat. Peut-être on peut en dire 2 mots. En quoi est-ce que le contrat de travail en lui-même, qui se présente comme étant un contrat entre 2 individus également libres, qui signeraient à égalité un contrat, est en fait un masque qui vient recouvrir une inégalité économique foncière? Oui, ça, on peut revenir tout de suite déjà à la critique du contrat social de Rousseau par Hegel. Il montre bien que ça ne se passe jamais comme ça dans une société réelle. C'est une forme de rembassonnade, cette forme de contrat. D'autant plus quand vous avez une propriété privée, indépendamment au détriment de ceux qui n'en ont pas. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à cette aliénation sur le processus du travail, il faut comprendre aussi que je ne voudrais pas que l'auditeur ait l'impression qu'on parle simplement des conditions d'usine ou du 19e siècle ou qui perdurent aujourd'hui. Je sais pas, vous pensez bien sûr au call center, vous pensez bien sûr au statut y compris des employés, il n'y a pas que les ouvriers. Et ouvriers employés, c'est au moins plus de la moitié de la population française. Ça, je n'y ai absolument pas. Mais il ne s'agit pas non plus de réduire ce phénomène d'aliénation à ça. Et ce qui m'intéresse par exemple particulièrement chez Kouskar, c'est que vous avez une étude non seulement du procès de production, mais aussi pour le mot procès, c'est du jargon marxiste. En fait, ça veut dire processus. Mais tout le monde a pris l'habitude de traduire procès, mais bon, le processus de production, mais surtout du processus de consommation. Parce qu'avec le capitalisme monopoliste d'État, aujourd'hui nous sommes d'ailleurs passés dans un autre stade, un capitalisme vraiment des monopoles organisés à l'échelle mondiale, avec un chômage généralisé qui fait lui aussi partie de l'aliénation. Bon, mais à partir du capitalisme monopoliste d'État, vous avez une organisation maximale de la production,
Exploitation, ça on en a parlé, exploitation productiviste par les cadences infernales, la partialisation extrême du travail, bien sûr les chantages à la délocalisation, au chômage, mais vous avez aussi une organisation maximale de l'espace, l'exode rural qui permet la spoliation, la spéculation foncière, la spéculation sur le territoire du travail, les HLM, les transports, et vous avez aussi une organisation maximale de la vie privée, ça c'est nouveau, de la consommation, des mœurs, et là Kouskar va parler. Pour ça, c'est très important, parce que si être marxiste, c'est faire du marxisme appliqué, c'est-à-dire c'est être fidèle à cette pensée de Marx, de ramener toujours ces caractères économiques. Bon, Kouskar fait du marxisme appliqué, il va parler carrément de dressage anthropologique. De dressage anthropologique, notamment à la société, non pas de consommation, parce qu'il fustige ce terme, il dit une société où on consommerait ce qu'on produit, il dirait, ça s'appelle le socialisme, moi j'y vais tout de suite. C'est pas la question, on est dans une société où la plupart des travailleurs et les employés accèdent fondamentalement à ce qu'il appelle les biens d'équipement. Enfin, au sens métaphorique, ce n'est pas les grands biens d'équipement, genre centrale nucléaire, etc. Ce sont par exemple la voiture, le frigo. Ça, ce sont des biens d'équipement. Ce sont des biens qui permettent ce qu'on fustigeait comme à l'époque où certains gauchistes disaient la classe ouvrière s'est vautrée dans la consommation, simplement parce qu'ils avaient une voiture et un frigo. Ou une machine à laver, par exemple. Ça permet tout simplement de continuer l'exploitation, parce qu'il faut se rendre sur son lieu de travail. Il faut faire 2 heures de bouchon par jour. Pareil pour que tout le monde travaille, y compris les femmes, mais bien sûr elles travaillaient déjà avant, il faut la machine à laver. Ça, c'est des biens d'équipement. Et au contraire, l'accès à la conception libidinale, ludique, marginale, est réservé à ce qu'il appelle l'émergence des nouvelles couches moyennes. Donc là, vous avez concrètement une exploitation même dans les représentations mentales, vous avez une forme d'exploitation. Mais en même temps, quand on applique les concepts et la pensée de Marx aujourd'hui, c'est une bonne manière de penser de l'actualité de Marx, puisqu'effectivement, il suffit de regarder autour de soi pour voir les conditions de travail aujourd'hui pour comprendre que ce que dit Marx est toujours pertinent. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi une façon de montrer que peut-être Marx n'avait pas raison, puisque nous en sommes encore là, si j'ose dire, nous sommes encore dans un système de production capitaliste qui produit les mêmes conditions de travail, voire pire. Et donc, en ce sens, est-ce que l'actualité de Marx n'est pas la meilleure preuve du fait peut-être qu'il n'avait pas raison? Alors, Marx n'a jamais prétendu, je crois aucun marxiste n'a jamais prétendu que Marx était un prophète, c'est-à-dire qu'il aurait prévu la force de Marx, tout simplement, la raison pour laquelle on continue de parler de lui, alors que c'est un penseur du 19e, c'est parce qu'il a réussi à saisir le mode de production capitaliste dans son essence. C'est-à-dire, fondamentalement, la séparation des travailleurs d'avec les grands moyens de production d'échange. Il a, par exemple, une loi comme la baisse tendancielle du taux de profit qui n'est bien sûr que tendancielle, et qui bien sûr peut être contrecarrée, et Marx le dit expressément, avec tout un processus de suraccumulation du capital et de dévalorisation, dont on a pu voir tous les dégâts d'ailleurs au XXe siècle, puisque à chaque fois que pour relancer la machine, casser la machine, vous vous rendez compte de ce qu'il a fallu faire, c'est-à-dire, je sais pas, le colonialisme, les guerres mondiales. Marx l'a saisi là, il a fait de la bonne expression au sens laministe du terme, il n'y a de concret que par l'abstrait. Il a réussi à saisir le mode de production capitaliste. Et que je sache, nous sommes toujours dans un mode de production capitaliste. Alors, simplement, c'est pas pour ça qu'il faut s'abstenir de faire une étude des catégories socio-économiques aujourd'hui. Mais moi, j'appelle ça du marxisme appliqué, si vous voulez. Je ne crois pas que ce soit... Alors après, pour ce qui est de... Oui, ça, effectivement... il y a le côté, comme disent les Anglais, wishful thinking de Marx. On voit bien qu'en 1956, par exemple, il pense que la crise généralisée est au coin de la rue. Oui, ça effectivement... les contradictions capitalistes sont énormes. Elles ont produit des crises gigantesques au XXe siècle. C'est même l'explication de la plupart des drames qui se sont produits. C'est pas fini. Aujourd'hui, une crise aussi généralisée avec un chômage massif. Parce qu'en France, on n'a pas encore rien vu, mais on y va, puisque ce qui est quand même intéressant, c'est qu'un gouvernement dit social-démocrate, par la règle d'or, va interdire ne serait-ce qu'une relance keynésienne. Donc, oui, mais alors la question, justement, si on fait du marxisme appliqué, comme vous dites, quelles sont les voies que peut proposer Marx, enfin qu'il proposait à l'époque, mais qui seraient applicables aujourd'hui, pour justement essayer de faire en sorte que cette évolution nécessaire, ou en tout cas cette évolution inexorable des modes de production capitaliste vers autre chose, même si là on est plutôt dans une forme de prolongement de ces conditions-là que vers une sortie, comment faire en sorte d'influencer ou d'ouvrir les voies possibles vers une forme de libération, une sortie hors de l'aliénation. Donc d'abord, il y a un problème de
strictement de statut juridique, c'est-à-dire la propriété des grands moyens de production et d'échange. Donc voilà, pour vous, le problème principal est justement un problème juridique et celui de la propriété privée. Oui, alors bien sûr, comme tout problème juridique, il repose sur une base essentiellement économico-sociale. Donc c'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de prendre le palais d'hiver, hein, comme on l'a fait en octobre 17 ou plutôt en novembre. Après, il s'agit de détruire l'appareil d'État bourgeois. Ça implique donc c'est très très long. C'est pour ça que Lénine définit le socialisme comme les soviets plus l'électrification. Et je pense que c'est drôle parce qu'on a parlé de Simone Veil, qui était en fait une sorte de première établie, hein, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui vont en usine alors que rien ne les y pousse. Qui sont bien sûr pas les seuls à pouvoir parler de la condition ouvrière, hein, mais c'est dommage de les privilégier dans ce sens, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est aussi analyser Simone Veil en tant que penseur, en tant que philosophe, et aussi ses contradictions, hein, il me semble. Mais je pense à un autre établi qui était Robert Linard. Et ce qui est assez drôle, c'est que je pense que lui l'a sorti, non seulement il a écrit sur son expérience, mais il a écrit aussi un livre qui s'appelle « Lénine, les paysans et Taylor ». Livre très intéressant parce que justement, il montre à quoi est confronté Lénine justement après la prise de pouvoir. Alors, bien sûr, il est confronté à une guerre civile impitoyable, 14 nations livrées contre lui. Mais la chose que peut-être une Simone Veil pourrait lui reprocher, parce que Lénine décide d'appliquer les principes du taylorisme à l'usine, en disant ces principes de rationalisation du travail vont diminuer le temps de travail et ça va permettre que les ouvriers s'emparent de l'administration, s'emparent de l'État. Donc vous avez un choix qui est très clair dans les conditions extrêmes. Lénine privilégie la sortie de l'aliénation politique du fait de ne pas avoir le pouvoir décisionnel, si vous voulez, dans les directions de l'État, dans l'administration, aux conditions même de travail. C'est pour ça que je voudrais sortir la problématique de l'aliénation des simples conditions de travail. Effectivement, le but étant aussi, bien sûr, la fin de la division du travail, mais on parle d'un état de transition. Lénard montre très bien d'ailleurs les contradictions auxquelles est confronté Lénine. Et puis de toute façon, il montre bien qu'avec l'exacerbation de la guerre civile, on arrive à un système où Lénine craint, en fait, si vous voulez, la bureaucratisation du pays. Mais une fois qu'on déplace le problème de l'aliénation des conditions de travail à un problème d'ordre juridique, et vous l'avez dit, la propriété privée, comment passe-t-on du stade du constat, justement, de l'identification des causes menant à un résultat que l'on déplore, à une sortie, je vous repose la même question, à une influence ou une voie possible vers une évolution hors de cet état. Ah oui, très, très clairement, si on a posé comme aliénation de manière mathématique par la division du travail, comme la division de la société en classes, comme source de l'aliénation, si on a commencé à bien la définir, c'est évident que... Et aussi la notion même d'État, parce qu'on a parlé d'aliénation religieuse, Marx voit bien aussi en quoi l'État est une aliénation par rapport à la communauté humaine. Donc ça repose encore le problème du dépérissement de l'État. Simplement, après, il faut comprendre comment est-ce qu'on passe du mode de production capitaliste à ce mode de production socialiste ou communiste. Mais c'est la question que je pose, c'est quels moyens d'action avons-nous une fois que ces choses-là sont identifiées? Là, par exemple, vous avez un caractère concret. Donc, qu'est-ce qui s'est passé juste après 17 ? Vous avez un caractère concret qui ne consiste pas à simplement tout de suite organiser un nouveau type de production, mais au contraire permettre une rotation, en fait, parce que ce qui est fort chez Lénine aussi, c'est que en fait la plupart des ouvriers d'avant 17 sont envoyés justement dans l'administration, à l'armée, occupent le pays, et finalement une rotation avec les paysans qui deviennent ouvriers. Mais il faut penser ces contradictions. Et par exemple, c'est quelque chose que Simone Veil, elle, ne fait pas. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Merci beaucoup, Émeric Monville, d'être venu nous parler d'aliénation aujourd'hui, d'aliénation chez Marx, mais pas seulement. Vous avez cité Georges Lukács. Et donc, je renvoie aux éditions d'Elga, pour lesquelles vous travaillez, notamment ce volume Ontologie de l'être social, l'idéologie, l'aliénation. On a 3 volumes consacrés, de Georges Lukács lui-même. Et je renvoie aussi à un autre de vos ouvrages que vous avez cité, Le néo-capitalisme selon Michel Kluskar, toujours aux éditions d'Elga. Paris s'éveille.
La tour Eiffel, la Chaux-Pied, l'Arc de Triomphe est renversé. Et puis un autre livre sur le sujet de Frank Fischbach qui s'appelle Sans objet, capitalisme, subjectivité, indignation, qu'on trouve aux éditions Vrin. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Vous écoutez France Culture, il est 10h50, il est 5h, Paris s'éveille, c'est le détournement communiste de la chanson de Jacques Dutronc par Vanessa Hachelou. Mais il n'est pas 5h justement, puisque j'ai dit il est 10h50. 10h50, c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver François Noudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. Descartes n'a pas écrit de traité politique et pourtant sa conception du sujet connaissant a des implications fortes pour penser les limites du politique. Sa réflexion est d'une étonnante actualité, comme l'explique Pierre Guénancia dans Descartes et l'ordre politique, paru aux éditions Tel Gallimard. Pierre Guénancia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne et les éditions Gallimard ont décidé de rééditer, après 30 ans, cet ouvrage. C'est dire que maintenant il est vraiment considéré comme un classique. Et il résonne, ce texte, de manière particulièrement vive dans le contexte contemporain. Est-ce que vous pourriez dire comment vous avez pensé ce texte il y a 30 ans et comment aujourd'hui on peut l'entendre aussi différemment ? C'est à la fois identique et différent. C'est-à-dire que, commençons par la différence, il y a 30 ans, c'était la fin des années 70, quand je me suis mis à écrire ce livre, c'était presque une nécessité, disons, idéologique ou politique ou morale, comme on voudra dire. C'est-à-dire, il fallait que je fasse le point avec un engagement marxiste qui était assez fort chez moi, même s'il n'était pas aussi fort que chez d'autres personnes, philosophes ou pas philosophes, intellectuels de ma génération. Et ce livre a été au fond une sorte de retour critique sur un certain nombre de croyances, d'engagements, de convictions, et notamment l'idée que, au fond, la politique devait changer la vie de chacun, ou plus exactement que la vie de chacun ne pouvait changer que si le monde changeait et changeait sous la direction d'une entreprise politique. Donc ça a été pour moi une sorte de révélation à l'envers, c'est-à-dire que je me suis aperçu qu'au fond, c'était une sorte de violence sous une forme théorique et que d'une certaine manière, on passait à côté de ce qui faisait la valeur d'une vie humaine, c'est-à-dire la liberté, la critique. Alors c'est là que Descartes arrive comme l'antidote. Alors voilà, c'est ça, parce que Descartes est assez exceptionnel en philosophie. C'est un des seuls à ne pas avoir consacré ni de temps ni même d'attention sans doute à la question politique. Donc je me suis demandé pourquoi. Alors c'est sûr que j'ai réinvesti Descartes. Voilà, ça c'est l'origine en fait du livre il y a 30 ans. Alors aujourd'hui, et pourquoi le republier, pour reprendre votre question? Ben, écoutez, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Le marxisme n'est plus de saison, ou plus vraiment, ou en tout cas il est comme objet théorique, mais pas comme objet politique. Mais par ailleurs, on a assisté quand même de ces 20 dernières années à une montée faramineuse et extrêmement inquiétante des communautarismes, des nationalismes, des renfermements ethniques de toutes sortes. C'est-à-dire, au fond, à cette idée qu'un individu était le ressortissant de son groupe. Et au fond, c'est cette idée qui, d'une certaine manière, m'était apparue comme un obstacle à la liberté et à la vie humaine dans son sens le plus fondamental et aussi le plus élevé. C'est pour ça que, d'une certaine manière, je crois que ce livre est, hélas, d'une certaine manière actuel, parce qu'on s'est peut-être débarrassé d'un certain nombre d'illusions relatives à la politique, mais on ne s'est pas débarrassé, au contraire, d'illusions dangereuses relatives
à l'intégration de l'individu dans des communautés. Je vois partout affirmer que on est ceci ou cela, bon, ethniquement, que les ethnies sont irréductibles les unes aux autres, que les croyances religieuses façonnent la pensée des gens. Mais alors, bon, à quoi ça sert de parler? À quoi ça sert d'avoir une raison? À quoi ça sert d'habiter la même terre? Si c'est justement pour se donner des enclos comme ça communautaires et apparaître presque comme des gens issus d'un territoire et ressortissants d'un territoire. Donc c'est contre cette idée aussi que ce livre, je crois, va. Alors vous montrez avec Descartes qu'une société est constituée d'individus et non pas de membres, et que ces individus donc sont porteurs de valeurs telles que le jugement, la liberté, la lucidité, qui lui garantissent son indépendance à l'égard de ce que vous venez d'évoquer, ethnie, nation, religion. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que toutes ces appartenances peuvent être tout à fait réglées rationnellement, c'est-à-dire on peut parfaitement être d'une confession, et on l'est d'ailleurs souvent, d'une nationalité, etc., etc., aimer son pays, sa patrie, mais comme dit Montesquieu, il faut par-dessus tout subordonner cette appartenance locale ou nationale à une appartenance mondiale, c'est-à-dire qu'on appartient à un même monde et que nous sommes des hommes qui peuvent communiquer entre eux, et y compris contre les gens, contre les institutions qui nous séparent les uns des autres. Et de ce point de vue, je trouve que Descartes est un philosophe qui s'est placé au niveau de l'individu dans ce que l'individu a de plus universel. Sa raison, son langage, les passions, la liberté bien sûr. Voilà, la perspective de Descartes est au fond la perspective la plus philosophique qui soit, c'est-à-dire que c'est la plus universelle, sans être pour autant une dissolution de l'individu dans l'universel, dans ce qu'on a appelé le faux universel. Non, chaque individu demeure ce qu'il est, et Descartes a une conscience aiguë de ce qui fait justement la valeur de chacun et sa différence avec les autres. Mais cette différence, elle n'est pas fondée sur des caractères ou des critères ethniques ou des critères mondains. C'est une différence qui est fondée sur la valeur de chacun et sur sa façon de se perfectionner, sa façon d'utiliser ses facultés, etc., etc. Donc la philosophie cartésienne, loin d'être une philosophie historiquement située, me paraît être au contraire une philosophie d'avenir. C'est-à-dire que si un jour nous parvenions justement à nous dégager de nos barrières communautaires, à nous dégager de nos fixations identitaires, eh bien je crois qu'on verrait que Descartes a raison en nous proposant un programme de perfectionnement de notre raison, de perfectionnement de notre liberté. Oui. Mais alors, quelquefois, ça va assez loin, parce que en vous lisant, quand vous montrez que Descartes garantit la souveraineté de jugement d'un individu, qui peut valoir plus que sa ville, et qui n'a pas de raison d'ailleurs de vouloir se perdre pour lui-même, pour sauver sa ville, est-ce qu'on n'a pas là, tout d'un coup, la théorie ou du moins la suggestion du droit d'insoumission ? Oui, tout à fait. On a tout à fait ou de droit de rébellion ou de résistance, c'est-à-dire qu'il y a l'idée chez Descartes, non pas que l'individu est au-dessus de tout. Descartes sait parfaitement que nous avons des biens pour lesquels nous pouvons nous sacrifier et qu'en un sens, rien n'est plus fort dans la vie que de savoir justement se sacrifier quand il faut. Mais ça n'est pas une loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas a priori légitime de placer le tout au-dessus de l'individu. Voilà, il peut arriver, et il arrive souvent même, que des individus valent beaucoup plus que les tout dans lesquels ils se situent. Auquel cas, ils n'ont pas raison de se perdre. Alors, malgré tout, Pierre Ganancière, il y a cette formule très célèbre de la morale provisoire, changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Oui. Mais il ne s'agit pas là de résignation, montrez-vous. Non, pas du tout. Non, ça c'est une très fausse interprétation vous le savez d'ailleurs, c'est une très fausse interprétation de Descartes. C'est une interprétation non seulement basse, mais fausse. C'est-à-dire qui consiste à croire qu'au fond, Descartes est un froid conformiste ou un frileux conformiste et que finalement, il avance pas de blanche au leur pouvoir en disant attention, je ne veux rien changer. Non, je crois que la maxime de Descartes, il faut l'entendre pratiquement littéralement, c'est-à-dire changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Ça veut dire commencer par se regarder soi-même plutôt que de commencer à critiquer les autres et à vouloir les mettre à son école ou comme on le voit beaucoup aujourd'hui. Vous savez, les gens considèrent que leur jugement, c'est la loi du monde. Hegel a dit des choses très justes là-dessus. Quand la belle âme se fait, d'une certaine manière, la règle et la loi, l'alpha et l'oméga du monde, comme on le voit souvent aujourd'hui dans
domaine un peu différent, mais on voit des gens qui s'élèvent au nom de leurs croyances ou au nom de leurs convictions, qui sont tout à fait respectables, mais ils s'élèvent contre le monde tout entier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent justement changer l'ordre du monde plutôt que leur désir. Mais de quel droit? Merci beaucoup Pierre Guénancia. Merci à vous. Je rappelle le titre et recommande Descartes et l'ordre politique en tel Gallimard. Donc on relit Descartes passionnément, si je puis dire, en tout cas avec générosité, c'est certain. Ah oui, je vous rappelle que vous pouvez réécouter et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr. Merci beaucoup François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain bien sûr pour la suite et fin de cette semaine consacrée à la liberté. Et nous finirons en beauté puisque ce sera en parlant de la philosophie de Spinoza, la libre nécessité de Spinoza, que nous parlerons en compagnie du philosophe Pierre Zawi. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et enfin, un grand merci au comédien Georges Claes, dont la voix nous accompagne toute cette semaine. Georges Claes, dont la voix nous accompagne toute cette semaine. Georges Claes, dont la voix nous accompagne toute cette semaine. Georges Claes, dont la voix nous accompagne toute